Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau en ce début de semaine pour ce 19h30. Tout de suite, le sommaire. À 6 mois de l'élection présidentielle d'avril 2026, le climat politique au Bénin se tend progressivement. Les acteurs se positionnent, mais une question domine. Les démocrates pourront-ils participer pleinement à ce scrutin? Élément de réponse dans ce journal. Chants, danses et actions de grâce étaient au programme ce dimanche à l'église apostolique Malanwi à Porte-Novo. C'est dans le cadre de la journée nationale de la chorale. Et puis à l'international, des manifestations ont eu lieu à Abuja dans la capitale du Nigeria ce lundi 20 octobre pour exiger la libération de Nnamdi Kanu, le leader du peuple indigène de Biafra. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1 à toutes et à tous. Bonsoir et nous démarrons ce journal par cette brève. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE a présenté aux militants son duo candidat à l'élection présidentielle de 2026. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce dimanche 19 octobre à Cotonou devant les militants venus de toutes les circonscriptions électorales du pays et ceci dans une ambiance festive marquée par des chants, drapeaux verts et slogans d'unité. Alassane Soumanou Djemba, président d'honneur de la FCBE, a ouvert la rencontre en appelant à l'unité et à la transparence collective face aux défis du pays. Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti et candidat au poste du président de la République, promet une gouvernance inclusive, équitable et respectueuse des libertés publiques. Quant à son colistier, Judicaël Roch-Rouanou, lui, s'est adressé aux jeunes en ces termes. Je cite, « Nous voulons incarner l'alternance crédible, un duo qui respecte le passé, agit dans le présent et prépare un avenir meilleur. » Fin de citation. Cette initiative, bien que décisive, politiquement reste symbolique. En attendant la validation officielle du dossier de candidature de duo par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous restons toujours en politique. À l'approche de l'élection présidentielle d'avril 2026, la scène politique béninoise s'intensifie et les regards se tournent vers le principal parti de l'opposition, les démocrates. Entre mobilisation sur le terrain, quête de parrainage et dénonciation de contraintes politiques, leur participation effective au scrutin nous interroge bien entendu des débats ou suscite, si vous voulez également, des débats. Transparence du processus, équilibre du jeu électoral, attente du peuple, autant de questions ou d'enjeux majeurs qui pourraient redéfinir le rapport de force nationale. Reportage. Depuis plusieurs semaines, le principal parti d'opposition occupe le terrain médiatique et politique. Réunions régionales, mobilisation des bases, contacts diplomatiques, les démocrates affichent leur détermination. Pour eux, l'enjeu est clair, offrir une alternative au pouvoir en place. Mais face à cette ambition, plusieurs défis persistent. Le premier, et non des moindres, reste l'ambition des parrainages obligatoires pour toute candidature à la présidentielle. Un dispositif légal que le parti juge verrouillé au profit de la majorité. Pourtant, ces responsables assurent avoir sécurisé un nombre suffisant de soutiens, même si aucune preuve officielle n'a été encore rendue publique. Face à ces tensions, la Sénat joue un rôle central. Elle multiplie les rencontres techniques, prépare la logistique nationale et rappelle les délais légaux. Elle appelle les partis à la responsabilité car le calendrier est serré et le moindre blocage pourrait fragiliser le processus. Au-delà des procédures, le véritable enjeu est politique. Les démocrates doivent encore clarifier leur stratégie. Dans les coulisses, les discussions s'intensifient. Les alliances se préparent. La majorité, elle, ajuste également ses plans. Une chose est certaine, l'élection de 2026 ne sera pas une élection de plus, mais un test démocratique majeur. Test pour les institutions, test pour les partis, test pour la confiance du peuple.
Et puis, saisi d'un recours en contestation de la décision du tribunal portant annulation de la fiche de parrainage du député Michel Sodinou, la Cour constitutionnelle n'a pas rendu sa décision ce jour, lundi 20 octobre, tel qu'annoncé. Les responsables du parti d'opposition seront désormais fixés le jeudi 23 octobre prochain. Et nous parlons donc ecclésial dans ce journal. Les chants ont résonné plus fort que d'habitude ce dimanche à Malawi, dans la commune d'Adjara. La chorale de l'église apostolique a célébré sa journée nationale autour du thème « Le chant, une arme spirituelle », une célébration rythmée par la foi, la louange et l'émotion. Témoin de l'événement, Félicité Bouton, Cyril Abo. À Malawi, ce 17 octobre 2025 est plus qu'un dimanche ordinaire. Ici, les voix montent comme des prières enflammées. Ce n'est non plus un concert, mais un combat spirituel mené en musique. La chorale de l'Assemblée locale de l'Église apostolique célèbre sa journée nationale. Le chant, une âme spirituelle. Un thème inspiré de 2 Chroniques 20, les versets 20 à 24. Rapidement, pour qu'un chant ait des faits, il faut d'abord que le chant soit inspiré de Dieu. Ça veut dire que le chant de louange n'est pas un chant qu'on peut prendre pour son propre plaisir, mais un chant qui est inspiré de Dieu. Et il doit être chanté également par des hommes de foi. Un moment de joie et de célébration, mais également une occasion propice de remercier les membres de la chorale pour leur sacrifice. À vous, chers membres de la chorale, je dis merci pour votre fidélité, votre discipline et votre engagement. Votre travail acharné est la clé de notre succès et la voie qui élève l'Assemblée vers le trône de Dieu. Dans l'univers de la foi, certaines batailles se gagnent à genoux, d'autres se remportent en chantant. Et ici, chaque refrain, chaque note porte la même conviction. La louange précède la victoire. La chorale dans la vie spirituelle occupe une place très très importante dans l'histoire de l'Église en général et aussi dans l'histoire de l'Église apostolique du Bénin. Parce que lorsque la chorale se met à chanter, vous savez, quand on chante, c'est des paroles bibliques qui constituent les chants, que les chorales exécutent. Donc ces paroles-là sont vraiment puissantes et agissent dans la vie des gens. Distinction honorifique et appel de fonds ont ponctué cette célébration. Et puis, la Bible nous recommande de méditer la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu voulant obéir ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Le révérend Glaglanon Ferdinand explique dans cet extrait comment méditer. La méditation se fait en prenant une portion de l'écriture et en questionnant l'écriture. Cette écriture que je viens de lire, qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que ça me dit d'éviter? Qu'est-ce que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a un péché dans ce texte que on me demande d'abandonner? Et moi-même, par rapport à ma vie, donc on questionne l'écriture de différentes manières. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas un exemple à suivre. Il y en a par exemple, quand tu lis par exemple l'écriture et on dit Judas alla se pendre, est-ce que tu iras te pendre? Non. Donc tout n'est pas à mettre en pratique. Mais la méditation va te permettre de savoir ce qu'il faut retirer. Et
prenez une portion de l'écriture et méditez. Et puis, hors de nos frontières, comme je l'annonçais en titre, ce lundi, un appel à une journée de paralysie a été lancé au Nigeria pour exiger la libération du leader séparatiste Biafra Nnamdi Kanu, détenu depuis plus de 4 ans. C'est l'une des informations de la page internationale que nous a concoctée Chinuen Dossou Agboti Sarouyon. Ce lundi, un appel à une journée de paralysie a été lancé pour exiger la libération de Nnamdi Kanu. L'appel à manifester a été lancé par le journaliste Omoyele Sowore, figure pro-démocratie du Sud-Ouest, connu pour avoir lui-même été emprisonné, sous la présidence de Muhammadu Buhari. Cette mobilisation intervient à une date hautement symbolique, 5 ans après la répression du mouvement Ensar qui dénonçait les violences policières à Lagos. Sous le mot d'ordre « Libérez Nnamdi Kanu maintenant », les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent comme une justice à 2 vitesses au Nigeria. Depuis 2021, le leader du mouvement indépendantiste Biafra, Nnamdi Kanu, est détenu pour trahison et terrorisme après son arrestation au Kenya et son extradition controversée vers le Nigeria. Depuis, son procès s'enlise, tandis que ses partisans dénoncent un traitement discriminatoire. Du Nigeria, rendons-nous à Luxembourg. Les ministres européens de l'énergie ont approuvé ce lundi 20 octobre 2025 le plan de la Commission européenne pour mettre un terme définitif aux importations de gaz russe. Les 27 ministres de l'énergie ont approuvé ce plan de sevrage à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États membres, représentant 65% de la population. Le plan contient, faut-il le dire, d'abord au 1er janvier prochain, l'interdiction de tout nouveau contrat. Ensuite, le 17 juin, les importations au titre de contrats à court terme seront interdites. La phase finale sera l'interdiction des importations découlant de contrats à long terme. La date butoir est fixée à fin 2027, mais la Commission a proposé de l'avancer d'1 an dans le cadre du 19e paquet de sanctions contre la Russie, actuellement en négociation. Pour finir, le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon signe ce lundi un accord de coalition. L'annonce a été faite par le dirigeant de son nouveau parti partenaire, ouvrant ainsi la voie à ce que Sanae Takaichi devienne la première femme à gouverner le Japon. Aujourd'hui, nous allons signer un accord pour lancer une coalition de gouvernement. À 18h, 9h temps universel, nous le conclurons formellement, a indiqué Hirofumi Yoshimura, le co-dirigeant du Parti de l'innovation du Japon, une formation réformatrice d'opposition du centre droit. Et nous parlons donc au sport pour clore ce journal. Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire sportive. Les jeunes lions de l'Atlas ont remporté ce dimanche 19 octobre au Chili la Coupe du Monde U20. Un premier sacre mondial salué dans tout le royaume. Ce succès fait du Maroc l'une des rares nations africaines à remporter cette compétition après le Ghana en 2009. Avec ce sacre, le football marocain confirme ainsi son essor sur la scène internationale portée par une génération ambitieuse et inspirante. Voilà donc qui vient mettre un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. L'information est en continu. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.